Bien, donc l'objectif de cette présentation, c'est d'essayer d'expliquer en quoi l'arrivée des technologies numériques a changé le regard des autorités de concurrence, mais plus généralement l'analyse concurrentielle que l'on peut porter sur le domaine des activités culturelles. Alors, ce qui est vrai d'une manière générale, c'est que le monde numérique occupe une part croissante en fait de l'activité des autorités de concurrence, qu'elles soient nationales ou européennes, avec des inflexions au cours du temps. Si on se souvient de la période 2004-2006, le numérique était déjà présent, mais il l'a été à ce moment-là principalement par le biais de l'essor du commerce électronique. Et en fait, l'essor du commerce électronique a aussi touché un domaine culturel, puisque ça a été l'arrivée de la distribution de la musique en ligne, avec toute une série de contentieux déjà à l'époque, qui ont opposé notamment Virgin Mega à Apple. À l'époque, Virgin Mega avait saisi le Conseil de la concurrence parce qu'il voulait pouvoir permettre aux internautes qui achetaient de la musique sur le site de Virgin Mega de pouvoir transférer cette musique directement sur le baladeur d'Apple, l'iPod qui venait de sortir. Et inversement, il voulait rendre possible le transfert de musique achetée sur iTunes, le site de vente en ligne de Apple, sur d'autres matériels que sur les iPods. Donc on avait déjà finalement en germe quelques-unes des problématiques qu'on va retrouver par la suite. Alors, depuis la période 2004-2006 que j'évoquais, de nouvelles questions sont arrivées, que je regrouperai peut-être sous trois rubriques, et c'est sous ces trois rubriques que je vais successivement les développer. Premièrement, toutes les questions qui sont liées à l'intégration verticale et qui touchent au domaine de la musique, comme je viens d'en donner l'exemple, mais aussi et surtout à la télévision et aux médias, avec des problèmes d'intégration verticale particulièrement forts entre les contenus, l'édition de chaînes et la distribution de programmes de télévision. Ces problèmes d'intégration verticale peuvent provenir soit du fait de mouvements de concentration, donc d'intégration verticale au sens structurel du terme, ou bien par l'arrivée de contrats d'exclusivité qui lient en fait les différents maillons d'une chaîne verticale entre eux. Alors, on pourrait ranger dans cette catégorie, par exemple, l'économie d'Apple. Je donnais l'exemple de la musique tout à l'heure, mais on pourra reparler probablement de la plateforme iPad, qui touche cette fois les éditeurs de presse et puis plus généralement les contenus, les livres, etc. Première donc série de questions liées à l'intégration verticale. Deuxième série de questions, celle qui est liée à l'émergence de plateformes de très grande taille qui sont vraiment liées à l'économie numérique parce que l'économie numérique, d'abord nécessite pour les internautes l'existence de moteurs de recherche qui permettent d'avoir accès et qui permettent de trier de très nombreux contenus. Et donc, il faut des plateformes qui soient de taille importante, comme c'est le cas de Google. Donc, à l'économie verticale d'Apple, on pourrait au fond, non pas opposer, mais juxtaposer l'économie horizontale de Google et des plateformes de très grande taille que le numérique suscite. Et puis, troisième type de problématiques qui ont été renouvelées par l'apparition des technologies numériques, le fonctionnement du domaine culturel est très souvent soumis à des très fortes interventions publiques. Et là encore, le numérique remet beaucoup en question les fondements traditionnels sur lesquels s'appuie généralement cette intervention publique. Alors, je vais commencer par les problématiques liées à l'intégration verticale. Alors, un peu emblématique de ces problématiques d'intégration verticale, donc le secteur par exemple de la télévision payante, à propos duquel l'autorité française de concurrence a beaucoup été saisie, à la fois sur des demandes d'avis sur le modèle d'exclusivité qui commence à être un modèle assez dominant en matière de télévision payante, mais qui avait déjà été en fait sous l'œil des autorités de concurrence au moment de la fusion Canal+-TPS, qui en fait sous ces dehors de fusion horizontale comportait essentiellement des effets verticaux qui ont été analysés à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'intégration verticale et quels problèmes de concurrence ça pose? Si on parcourt toute la chaîne qui permet de mettre à la disposition de téléspectateurs un programme de télévision payante essentiellement, c'est essentiellement dans le domaine du payant que ce problème se manifeste, et bien tout en haut, on a des producteurs de contenu qui peuvent être soit des producteurs de films, d'émissions de télévision, de documentaires, mais aussi des organisateurs de compétitions sportives qui ont des droits de retransmission à proposer sur le marché.
Les producteurs de contenu proposent ces contenus à des gens qu'on appelle des éditeurs qui, en fait, composent, assemblent ces contenus pour former des chaînes thématiques le plus souvent dans les offres de télévision payantes. Ensuite, on a encore un étage en aval qui est l'étage de la distribution où les distributeurs achètent et rassemblent des programmes, des chaînes pour en faire des bouquets qui seront ensuite mis à la disposition des spectateurs. Et puis, on a encore un étage supplémentaire depuis peu qui est le fait qu'avec la télévision sur ADSL, eh bien souvent, ces programmes sont accessibles via l'offre d'un fournisseur d'accès à Internet. Et toute la question qui se pose, c'est quel degré d'intégration verticale entre cet étage vraiment amont de la production de contenu et l'étage tout à fait aval du fournisseur d'accès à Internet accepte-t-on? Accepte-t-on d'avoir des modèles totalement verrouillés? Alors, je vais en donner des exemples. Par exemple, si vous voulez voir le match du samedi soir du championnat de la Ligue 1, eh bien, vous devez avoir un abonnement à Canal+, par exemple, ou à Orange Sport, je ne sais plus exactement lequel des deux. Enfin, sur le match de samedi soir, je crois que c'est d'Orange Sport qu'il s'agit. Mais vous voyez que pour être abonné à Orange Sport, eh bien, il faut, jusqu'à maintenant, avoir souscrit un abonnement à l'offre Triple Play proposée par Orange. Vous ne pouvez pas recevoir votre télévision sur ADSL par SFR et avoir accès à un contenu particulier qui est le match du samedi soir, mettons, alors vous aurez compris que je ne suis pas une grande spécialiste du football, par le biais d'Orange. Donc voilà un type d'exclusivité et de verrouillage vertical dont évidemment les autorités de concurrence se posent la question de savoir s'il est légitime ou non. Il est possible que ce soit au fond la seule manière de développer des contenus intéressants et enrichis pour les spectateurs, mais il est possible aussi que ça verrouille excessivement pour les consommateurs l'accès à ces programmes. Alors vous voyez que dans le modèle Apple, ces verrouillages sont eux aussi présents. Initialement, si vous vous souvenez du modèle musical des débuts, comme je l'ai mentionné, donc quand vous achetiez de la musique à partir de la plateforme iTunes, eh bien cette musique n'était transférable directement que sur le matériel iPod, lui aussi fourni par Apple, parce qu'entre les deux, il y avait un DRM, c'est-à-dire un logiciel de protection des contenus qui interdisait le transfert vers un autre type de matériel. Alors ce modèle a été abandonné, mais on voit que le modèle iPhone a été lui aussi soumis à des exclusivités, puisque au moment où l'iPhone a été lancé, il n'était accessible qu'avec des services de téléphonie fournis par Orange, parce qu'il y avait un contrat d'exclusivité entre Apple et Orange, que les autorités de concurrence ont brisé en réalité. Et puis le modèle iPad qui est en train de se faire jour, c'est un modèle dans lequel Apple est en train de couper l'accès direct des consommateurs aux contenus fournis par les éditeurs de presse, en contraignant les éditeurs de presse à mettre leurs contenus, à les vendre par l'intermédiaire de la plateforme d'Apple, c'est-à-dire la plateforme App Store sur laquelle les contenus pour iPad vont être disponibles. Donc vous voyez que dans ces exemples, télévision ou autre type de secteur, eh bien, l'intégration peut résulter soit d'une vraie intégration verticale structurelle, et dans ce cas-là, pour les autorités de concurrence, elle relève du contrôle des concentrations, tout simplement. C'est celle qui a été mise en œuvre lors de la fusion Canal plus TPS. Et puis, elle peut résulter aussi de contrats d'exclusivité qui peuvent être passés à différents niveaux, éventuellement du degré à l'extrême amont jusqu'au degré à l'extrême aval. C'est l'exemple Orange que je donnais tout à l'heure, mais il peut y avoir seulement certains morceaux de cette chaîne verticale qui sont concernés par ces contrats d'exclusivité. Et dans ce cas-là, éventuellement, ce type de verrouillage relève des pratiques de l'analyse en termes de pratiques anticoncurrentielles. Alors, évidemment, il y a dans tous ces aspects des aspects, comme toujours, et c'est ça qui fait à la fois le charme et la difficulté de l'analyse concurrentielle, il y a toujours des aspects pro-concurrentiels et anti-concurrentiels dans le développement de ces modèles. Si vous prenez le cas d'une fusion verticale, eh bien, très souvent, une fusion entre deux étages qui sont verticalement reliés dans un secteur quelconque conduit à des gains d'efficacité, tout simplement parce que, au lieu que chaque opérateur prélève sa marge, eh bien, cette marge est en fait
fait prélevées une seule fois. Et il y a des résultats assez bien connus et bien établis de la littérature économique qui montrent que finalement les fusions verticales ont plutôt des effets pro-concurrentiels. Et puis, par ailleurs, si plusieurs structures verticalement intégrées sont susceptibles de se concurrencer, eh bien, la concurrence qu'elles se livrent peut être très intense. Et donc, ça, c'est évidemment au bénéfice du consommateur. Donc, on pourrait imaginer que si une structure verticale de type Canal+, par exemple, avec des intégrations assez fortes verticalement de contenus, de chaînes, de bouquets et finalement offertes aux consommateurs, faisait concurrence à une autre structure verticale qui, elle aussi, offrirait ses propres contenus en exclusivité, eh bien, le consommateur pourrait y trouver son compte. Le malheur, c'est qu'évidemment, ces modèles d'intégration verticale comportent aussi beaucoup d'effets anticoncurrentiels qui peuvent l'emporter, et c'est là, évidemment, les craintes que ces modèles d'intégration suscitent. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous êtes un nouvel entrant, ou si vous êtes candidat à être nouvel entrant sur le secteur de la télévision payante, par exemple, il va falloir trouver des contenus. Et si tous les contenus intéressants sont déjà liés par des contrats d'exclusivité avec des opérateurs déjà en place sur le marché, eh bien, vous n'allez pas trouver de contenu intéressant parce que ces contenus vont être déjà tous réservés, si on peut dire. Et donc, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Et puis, le même raisonnement est évidemment applicable. Si vous voulez distribuer de la télévision payante, vous auriez, par exemple, volontiers intégré dans votre bouquet telle et telle chaîne, mais pas de chance, cette chaîne est déjà sous contrat d'exclusivité avec un autre distributeur. Et donc, si vous cherchez à rentrer sur le secteur, sur l'étage de la distribution, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver le moyen d'éditer votre propre bouquet de chaînes thématiques, par exemple, parce que toutes les chaînes vont déjà être sous contrat avec d'autres opérateurs. Et c'est finalement ces craintes, qui sont celles des autorités de concurrence, de ce qu'on appelle de la forclusion. Alors, sous ce terme un peu jargonnant, on désigne simplement le fait que quand on a cette intégration verticale entre plusieurs étages d'une structure verticale, eh bien, il devient très difficile à un nouvel entrant de se faire une place sur le marché. Alors, vis-à-vis de ces modèles où on aurait de la concurrence entre des chaînes verticales, beaucoup d'autres modèles sont envisageables et c'est évidemment ces autres modèles que souvent les autorités de concurrence voudraient promouvoir. Par exemple, des modèles dans lesquels on aurait un marché de gros des chaînes thématiques, par exemple. Donc c'est un peu un modèle de la grande distribution, si vous voulez. L'idée, c'est de dire Coca-Cola n'est pas relié verticalement par un contrat d'exclusivité qui le lie à Auchan. Il est disponible sur un marché de gros et puis il passe des contrats avec Auchan, avec Carrefour, avec Casino, avec qui il veut. Et puis finalement, chaque distributeur choisit quel produit mettre sur ses étalages. Et Coca-Cola fait évidemment souvent partie de ces produits. Ça, on est d'accord. Donc vous voyez que le modèle grande distribution dirait il faudrait qu'il y ait des contenus qui soient disponibles sur un marché de gros. Et puis finalement, chaque distributeur pourrait assembler ses contenus comme il le souhaite pour proposer une offre un peu calibrée en fonction des désirs de différenciation des spectateurs. Bien entendu, les dangers de verrouillage apparaissent aussi dans le modèle Apple. On sait que les éditeurs, le syndicat de la presse nationale quotidienne notamment, se demandent s'il ne va pas saisir là où les autorités de concurrence européennes de la constitution de ce modèle dans lequel finalement on les force à verrouiller leur contenu à la plateforme Apple Store. Alors, évidemment, je ne m'avancerai pas du tout sur ce terrain parce que ça nécessiterait une instruction, mais enfin, vous voyez que ce type de danger n'est pas du tout exclu dans le cas d'autres types de verrouillage vertical que dans le modèle de la télévision. Alors le deuxième point, comme je l'ai annoncé, que je voudrais développer peut-être un peu plus brièvement, c'est celui qui a trait à la constitution de ces grandes plateformes liées vraiment au développement du numérique et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'économie des marchés bifaces ou des marchés multifaces et qui posent vraiment des problèmes de concurrence tout à fait nouveaux, assez fascinants du point de vue intellectuel. Alors, ces structurations en plateforme, on en a mis l'exemple, j'ai cité Google en introduction, mais évidemment Facebook est une autre plateforme d'interconnexion entre plusieurs catégories de gens, pas seulement des internautes, comme on va le voir, et puis Apple aussi, quand Apple, au fond, développe une plateforme du type Apple Store, App Store, eh bien Apple met en contact des développeurs d'applications d'un côté, des internautes qui vont les utiliser, des offreurs de contenu, etc. Et cette économie est réalisée par un intermédiaire qui est la plateforme.
Alors ces plateformes, pourquoi est-ce que les autorités de concurrence s'y intéressent? Tout simplement parce qu'elles n'ont d'intérêt pour les internautes, par exemple, que si elles atteignent une taille suffisante. Pourquoi Google nous intéresse comme moteur de recherche? Eh bien parce que Google googleise tout. Il googleise tous les contenus, tous les sites web, et qu'on sait comme internaute qu'on a fortement intérêt à aller chercher des contenus sur Google, tout simplement parce que c'est un moteur de recherche intelligent, performant. Alors au départ, il y a évidemment une innovation technologique, mais ensuite, au surplus de cette innovation technologique, il y a aussi un effet de taille et de masse. Donc vous voyez que ces plateformes ont en commun d'attirer en fait plusieurs types d'utilisateurs, les internautes que nous sommes, ou que sont ceux qui sont membres de Facebook par exemple. Donc ça peut être des lecteurs, des spectateurs, des gens qui ont envie de regarder de la vidéo sur Internet, des auditeurs qui ont envie d'écouter certains types de contenus. Il y a une deuxième catégorie d'utilisateurs, et c'est évidemment là-dessus que repose le modèle payant de Google, qui sont les annonceurs publicitaires, qui ne sont là que parce qu'il y a des internautes. Et puis, il y a évidemment ce qui fait l'intérêt des internautes à aller sur ces plateformes, c'est les fournisseurs de contenu, donc fournisseurs de vidéos, bibliothèques, articles universitaires, par exemple. Il y a un site spécialisé pour les universitaires qui s'appelle Google Scholar. Eh bien, Google Scholar n'est attractif que si les universitaires en question sont assurés dans leur domaine de recherche d'y voir les principales publications ou un grand nombre de publications qui les intéressent. Alors, cette structuration en plateforme, en fait, elle génère deux types de ce qu'on appelle des effets de réseau. Il y a d'abord des effets de réseau directs. Les effets de réseau directs, c'est ceux qui sont liés au fait que je ne vais sur une plateforme que si je suis sûr d'y trouver beaucoup d'internautes du même type que moi. Alors ça, c'est typiquement les réseaux sociaux, type Facebook. Je ne vais sur Facebook que s'il y a des gens avec qui j'ai envie d'interagir. Et donc, il faut que ces gens aient un certain nombre de similarités avec moi, de manière à m'attirer vers la plateforme Facebook. Donc ça, c'est les effets de réseau direct. Et là, on voit bien que ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup d'internautes sur Facebook. C'est ça qui rend finalement le site attractif pour les utilisateurs suivants. Et puis, il y a les effets de réseau dits croisés, où là, ce qui fait l'intérêt d'un type d'utilisateur, c'est la présence d'un très grand nombre d'autres types d'utilisateurs. Ce qui fait l'intérêt de Google, par exemple, pour un annonceur publicitaire, c'est le fait qu'il y a non pas beaucoup d'autres annonceurs publicitaires, mais beaucoup d'internautes. Et donc, on voit qu'il s'agisse d'effets de réseau directs ou d'effets de réseau croisés, à chaque fois, on est placé devant ce constat que plus une plateforme est de grande taille, et donc plus elle est concentrée, plus ce marché des plateformes est concentré, plus il est intéressant pour les utilisateurs. Alors évidemment, la réponse à est-ce que ça pose un problème de concurrence est évidemment dans la question et dans le constat. D'un côté, mais alors on va retrouver cet arbitrage, d'un côté il est efficace économiquement et il est intéressant pour les internautes d'avoir des plateformes de grande taille, mais d'un autre côté, évidemment, cette concentration des plateformes fait que si une plateforme concurrente veut venir concurrencer la première sur le marché, le travail va être extrêmement difficile pour elle parce que c'est l'effet de masse et l'effet de réseau qui rend la première attractive, évidemment. Alors, il y a un problème très intéressant qui est absolument au cœur de cette problématique d'effet de réseau croisé, c'est le problème lié à Google News. Donc dans Google News, c'est quoi? C'est une rubrique particulière du moteur de recherche Google qui ne fait que rassembler sur une même page les principaux contenus des sites internet de la presse, magazine ou quotidienne. Donc en réalité, ce que fait Google, c'est de faire dans Google News ce qu'il fait dans tous les autres domaines, c'est-à-dire simplement de donner accès finalement à l'internaute qui recherche des actualités relativement fraîches. Eh bien, Google rassemble sur une même page l'accès, avec 3 lignes de résumé, aux plateformes des éditeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les éditeurs disent « Google est intéressant en particulier parce qu'il a développé Google News. Or, Google News, c'est nous les éditeurs de presse. Sans nos sites Internet, il n'y a pas de rubrique Google News. Et donc, nous réclamons une part du gâteau publicitaire. » Alors, dans un certain nombre de pays, et c'est là que c'est très intéressant du point de vue concurrentiel, Google a donné l'option aux éditeurs de sortir, c'est-à-dire de ne pas être référencés par Google News. En d'autres termes, quand vous allez dans ces pays-là sur Google News, vous ne trouvez que les éditeurs de presse qui ont accepté de figurer sur la page Google News.
Or, que se passe-t-il? Eh bien, on constate évidemment que, part du gâteau publicitaire ou pas, les éditeurs de presse ne se sont pas retirés de Google News dans les pays où l'option leur a été offerte. Et pourquoi? Eh bien, exactement à cause de l'effet de réseau lié à la plateforme Google. En réalité, c'est Google News qui attire ensuite vers la plateforme des sites de presse en question à peu près 40% de leur trafic. Et donc, évidemment, Google est un incroyable pourvoyeur de trafic pour ses éditeurs. Alors, la question, c'est comment partager, au fond, le surplus sur ces marchés bifaces ou multiface, puisqu'ici il s'agit vraiment d'un marché en fait un peu tripartite, les annonceurs d'un côté, les internautes de l'autre, les éditeurs enfin. Alors on n'est pas du tout au bout de la question, mais ce qu'on voit clairement, c'est que clairement tout ça suscite des nouveaux problèmes de concurrence. Je les mentionne ici, mais en l'occurrence, nous n'avons jamais été saisis de ces questions. Comme on le sait, il y a aujourd'hui, en février 2011, un certain nombre de plaintes qui ont été déposées auprès de la Commission européenne. On va voir ce que ces plaintes deviennent une fois qu'elles seront instruites. Dernier point que je voudrais aborder rapidement, le monde numérique change complètement la donne de la régulation dans ce secteur particulier qui est le secteur culturel. Et je vais en prendre deux exemples d'illustration rapidement. Le premier, c'est celui du cinéma, où l'irruption du numérique est évidemment un enjeu extrêmement important pour la diffusion, notamment de la 3D, mais pas seulement, comme je vais essayer de l'expliquer. Et puis d'autre part, le développement encore embryonnaire du livre numérique, avec une question qui remue beaucoup le monde de l'édition et qui est actuellement partiellement tranchée et qui est: faut-il étendre la loi langue, c'est-à-dire celle qui permet au fond aux éditeurs de fixer le prix du livre, faut-il étendre la loi langue aux fichiers numériques? Alors, le problème du cinéma, il est très simple. L'équipement des salles en numérique, c'est un investissement qui a priori doit être consenti par les exploitants de salles de cinéma. Or, qui, en fait, trouve un intérêt économique à l'équipement en numérique des salles de cinéma? Pas les exploitants, mais les distributeurs. Pourquoi? Parce que les distributeurs, au lieu de consentir des coûts de copie, des coûts de transport, des copies, etc., ce qui coûte vraiment cher pour un distributeur qui veut faire par exemple une sortie nationale de son film, eh bien, dans un monde numérique, une copie, c'est la copie d'un fichier numérique, c'est-à-dire que ça coûte 0, et le transport, c'est 0 aussi. Et donc, on est dans une situation dans laquelle les investissements doivent être faits par des acteurs qui ne sont pas les bénéficiaires des économies de coûts. Donc évidemment, ce problème n'a pas échappé à la filière du cinéma. Et des tiers investisseurs, c'est-à-dire en fait des intermédiaires financiers, se sont engouffrés dans cette brèche, et c'est une très bonne chose, parce que finalement, ces investisseurs, qu'on appelle dans ce secteur des tiers investisseurs, on dit on va aller chercher l'argent là où les économies de coûts sont faites, c'est-à-dire auprès des distributeurs, et on va les transférer auprès des exploitants de salles, qui sont, eux, les investisseurs. Alors, ça a très bien fonctionné, des investisseurs se sont mis sur le marché, si ce n'est que, évidemment, les grands réseaux de distributeurs, que tout le monde a bien en tête, se sont évidemment précipités, alors disons, aventurés les premiers dans l'équipement de leurs salles en numérique, laissant évidemment sur le côté de la route les plus petites salles. Or, évidemment, l'une des préoccupations de la régulation culturelle en France est justement d'éviter cette espèce de monde à deux vitesses dans lequel on aurait des grands réseaux équipés en numérique et puis des petites salles plutôt en province, plutôt non intégrées à des réseaux qui ne le seraient pas. Et donc le CNC, l'organe de régulation du cinéma, a décidé finalement de remplir le rôle des tiers investisseurs là où l'initiative de marché était défaillante parce que les salles sont petites, n'ont pas vraiment de moyens de s'équiper, etc. Et le CNC a proposé de jouer le rôle de tiers investisseur. Alors, le malheur, tout ça part d'un très bon sentiment, et au-delà du sentiment, cette politique culturelle est évidemment légitime à partir du moment où le CNC a pour objectif de favoriser l'accès à la culture, et en particulier à la culture cinématographique. Donc cet objectif d'intérêt général n'est évidemment pas contesté, mais le problème, c'est qu'en se mettant sur ce marché, le CNC, qui est régulateur, se met aussi sur un marché qui a été investi par des opérateurs privés et introduit clairement des très très fortes distorsions de concurrence. D'abord, le CNC bénéficie de la garantie de l'État, ce qui lui confère évidemment un avantage gigantesque sur les tiers investisseurs
privés, qui eux ne bénéficient pas de cette garantie, puisqu'il répond à la même demande finalement que celle des opérateurs privés. Et puis il y avait un autre sujet qui nous a mobilisés, c'est qu'au fond, la régulation du CNC prévoyait une collecte des coûts, des économies de coûts réalisées par les distributeurs, totalement, dont on pouvait craindre qu'elles soient totalement déconnectées des réalités du marché, c'est-à-dire combien effectivement les distributeurs économisent-ils du fait du passage au numérique et combien nécessitent les investissements des salles de cinéma. Donc là, l'autorité de concurrence a demander que ce projet soit mis en retrait ou en tout cas soit modifié de manière à trouver des solutions tout simplement moins distorsives de concurrence, même si encore une fois, sur le fond, évidemment, l'objectif du CNC est tout à fait légitime. Alors, sur le livre, enfin, et ce sera vraiment mes propos conclusifs, la question c'est, faut-il étendre la loi Lang qui permet aux éditeurs de fixer le prix en librairie de leurs ouvrages, faut-il étendre la loi Lang aux livres numériques? Alors, la question, en fait, est très intéressante parce qu'elle pose au fond la question de savoir quand est-ce qu'on peut sortir de l'économie de marché un pan entier de l'économie dans une économie dont le mode de fonctionnement général est normalement l'économie de marché. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on mette en évidence une défaillance de marché qui requiert donc le passage par d'autres voies de régulation. Les motivations de la loi Lang en 81, lorsque cette loi a été adoptée sur le livre papier, donc, c'était l'idée que si on voulait que les éditeurs et les libraires puissent continuer à produire des livres dits à rotation lente, c'est-à-dire en gros, pour employer des images un peu rapides, évidemment la réalité est plus complexe, mais pas des best-sellers, hein, des livres plus difficiles d'accès, moins lus, à plus petit tirage, etc. Eh bien, il fallait que les uns et les autres puissent continuer à vendre des livres à rotation rapide, au contraire, donc des best-sellers, etc. Et qu'il y avait un risque que les grands distributeurs, parce qu'à l'époque c'était ça la question, c'était est-ce que le rayon Auchan, le rayon livre de chez Auchan ou de chez Carrefour ou des grands distributeurs, va finalement monopoliser la vente s'il y a de la concurrence en prix. Il va vendre les best-sellers à très bas prix et donc il va priver de ce business les libraires de quartier, les éditeurs, etc., qui ne vont plus pouvoir vendre ces best-sellers dans des conditions qui leur permettent par ailleurs de financer un autre type de livre, les livres à rotation lente. Donc, première raison de soustraire finalement le livre à la concurrence en prix, parce que vous voyez que si vous annihilez la concurrence en prix, eh bien évidemment, Auchan ne pouvant pas vendre plus cher ni moins cher que le libraire de quartier peut concourir avec Auchan sur la même base. Alors j'ai l'air de stigmatiser Auchan, mais c'est simplement parce que dans les attendus de tout ce qui a entouré les décisions sur la loi Lang, il y avait l'idée que Auchan était en train de devenir le deuxième libraire de France. Et donc on brandissait cette menace Auchan qui était effectivement important. Alors la deuxième raison qui avait conduit à l'adoption de la loi Lang, c'était le fait que pour garantir l'accès aux livres, il fallait favoriser le maintien d'un réseau décentralisé de librairies physiques. Donc on avait toujours la même idée qu'il fallait protéger les libraires. Et puis ensuite, il fallait, d'après la loi Lang, garantir l'accès des citoyens aux livres sur tout le territoire et donc favoriser une égalité, une uniformité du prix sur tout le territoire. Alors la question, quand on se pose la question d'étendre la loi Lang aux livres numériques, première idée qui vient à l'esprit, c'est de reprendre ces trois objectifs et de se poser la question de savoir si ces trois objectifs peuvent être valablement transposés aux livres numériques. Et on voit que sur beaucoup de ces objectifs, le livre numérique est dans une situation très différente. D'abord, la librairie n'est plus probablement le point d'accès du lecteur au livre en matière de livres numériques. C'est probablement pas chez le libraire que les internautes vont aller acheter des fichiers numériques pour les lire sur leur tablette de lecture. Donc ce problème disparaît d'une certaine manière. Et donc on voit que du même coup, l'accès aux livres numériques est probablement mieux garanti et mieux assuré par le livre numérique et l'accès quand même beaucoup plus facile des lecteurs potentiels à Internet que l'accès, par exemple en secteur rural, à la librairie de quartier.
La deuxième brèche dans le raisonnement de la loi Lang, c'est que le problème du stockage et de la rotation qui rend difficile le fait de garder en librairie des tas de livres plus rares et qui sont moins demandés ne se pose évidemment plus non plus quand il s'agit de stocker des fichiers numériques sur une plateforme. On voit bien que ce problème disparaît complètement. Le numérique, en gros, il permet l'émergence de ce qu'on appelle des phénomènes de longue traîne, c'est-à-dire le fait qu'on peut continuer à avoir en rayon toute une série, alors en rayon numérique, toute une série de livres qui font finalement l'objet d'une demande très faible, mais ça ne coûte rien de garder de quoi satisfaire cette demande. Alors évidemment, la grosse terreur des éditeurs, c'est de subir le même sort que les industries du disque, mais tout donne à penser pour le moment que la substituabilité entre le livre numérique et le livre papier est, à l'heure actuelle en tout cas, plus faible que celle qui prévaut entre le fichier musical et le CD, et que probablement la filière du livre papier est beaucoup moins menacée que ne l'était la filière de la musique. Mais ceci dit, on retrouve dans cette matière les problèmes de verrouillage vertical dont je parlais au début, et il est fort possible que, du fait de la compatibilité des formats de fichiers avec des formats de tablettes de lecture, on ne se trouve face néanmoins, en matière de livres numériques, devant les mêmes problèmes de concurrence que ceux que je mentionnais au tout début. Mais là, on est dans une problématique tout à fait différente de la problématique qui prévaut en matière de loi Lang. Pour conclure, je dirais donc qu'au final, vous voyez que ces trois catégories de problèmes sont vraiment spécifiques à l'économie numérique. Ce ne sont pas des problèmes de concurrence qui, en soi, sont inconnus. Le problème d'un verrouillage vertical est un problème qui apparaît dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie, mais il est apparu dans le domaine culturel, télévision, musique, livres, édition, du fait de l'irruption du numérique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la technologie n'est pas si neutre que cela en matière de culture. La deuxième chose, c'est que les verrouillages qui apparaissent dans ces domaines sont très souvent liés aux effets de réseau, croisés ou directs, c'est-à-dire à l'émergence de ces plateformes qui nécessitent la grande taille pour être attractifs pour les consommateurs. Mais évidemment, ils portent en germe des problèmes de concurrence du fait précisément de cette grande taille. Alors, l'espoir réside dans le fait que tout tourne très très vite en matière de numérique et que, par exemple, si on se pose la question de savoir si Google est en train de devenir un opérateur dominant sur le marché de la publicité sur Internet, on voit qu'il a très très vite des concurrents. Facebook, par exemple, peut très bien devenir un concurrent de Google très important sur le marché de la publicité sur Internet, en proposant des cibles beaucoup plus affinées que ne le permet Google. Et puis par ailleurs, si on voit bien que la presse se fait écho d'un début de concurrence entre Google et Apple, par exemple en matière de kiosques d'édition, de kiosques de presse, et puis en matière de télévision, puisqu'on entend parler aujourd'hui de Google TV ou d'Apple TV. Et donc il n'est pas impossible que les acteurs de ce monde numérique-là soient tout à fait différents dans les années qui viennent de ceux que nous connaissons aujourd'hui.